Présentation suivante, Yves Vérag, donc sur les dépassements. Alors Yves Vérag est obstétricien à Lille, il est membre du bureau de l'UMSP et du bureau d'AOC CCMF, et donc dépassements sont-ils un frein à l'accès aux soins? Yves. Merci Monsieur le Président de m'avoir fait confiance. Petite note d'humour, je suis un praticien en secteur 1, donc vous voyez, je suis totalement désintéressé, mais ça va me permettre de vous exposer le sujet. Et je vais essayer de faire, comme on le dit toujours, clairement et court. Je m'incline devant Claude pour la Journée de la Femme. Un bon exposé, c'est comme une mini-jupe. Ça doit être suffisamment court pour éveiller l'intérêt et assez long pour couvrir l'essentiel. Heureusement que ça s'arrête demain, la Journée de la Femme. Alors, il m'a semblé intéressant d'expliquer pourquoi ce problème des dépassements. Il faut revenir sur la petite histoire du secteur 2 qu'on vous a déjà un petit peu élaborée. Rappelons quelques dates simples. Convention 1980, élaboration du secteur 2. À l'époque, refus d'augmenter les honoraires médicaux. On a trouvé cette solution, enfin les gouvernants ont trouvé cette solution. Rappelons simplement que c'était en opposition avec les idées de la CSMF et en particulier de l'UMSP. Nous avions pensé que ce serait un décrochage très rapide de la valeur des actes et clairement, c'est ce qui s'est passé. Et pourquoi ? Eh bien, entre autres choses, parce que depuis 1990, alors que ce secteur 2 était initialement ouvert à tous les praticiens qui en faisaient la demande, cet accès a été limité aux anciens chefs de clinique, à certains anciens praticiens hospitaliers, et même avec certaines limites dans certains secteurs où il y avait déjà pléthore. Et donc, c'est un gros problème. Et d'ailleurs, la vérité est de dire que depuis 20 ans, le décrochage s'est accéléré dans les actes techniques, en particulier en chirurgie, puisque depuis 20 ans, ça n'a augmenté que de 17%, alors que ça aurait dû augmenter bien plus si on faisait le calcul réel. Tout de même, il y a eu une certaine réflexion en 1993 avec René Telade, qui était ministre de la Santé et qui était un ancien président de la Mutualité et qui avait proposé effectivement de réfléchir sur ce secteur optionnel. Les discussions n'ont pas vraiment évolué, ça a cheminé très longtemps. Et quand même, le 24 août 2004, premier accord sur un possible secteur optionnel. Mais comme toujours, les discussions traînent, rien n'avance. Et il faut attendre, en définitive, le 15 octobre 2009, avec la loi HPST, pour que tout de même relancer ce secteur optionnel puisse effectivement être confirmé et avec un accord signé par l'ensemble des parties signataires de cette convention, étant entendu que, bien sûr, tout devait être réglé dans les avenants. Donc, le 26 juillet 2011, le secteur optionnel de 2009 n'ayant pas été appliqué en raison du blocage ministériel et de l'opposition également de certains syndicats médicaux, on se retrouve dans la nouvelle convention. Et dans cette nouvelle convention, même chose, les gens signent, les signataires, mais il y a toujours quelques réserves du côté des mutuelles. Et il était donc prévu de se retrouver pour les signatures des avenants. Et puis, les choses ont traîné en longueur. Et en définitive, vous savez qu'à partir du mois d'octobre 2011, l'UNOCAM a refusé de signer pour des raisons essentiellement politiques. C'est une bagarre entre l'État et elle. Oui. Alors, il y a une réelle menace sur ce secteur 2 qu'il faut bien comprendre. D'abord, les mutuelles, si j'ose dire, ça a été, entre autres, un de leurs rôles, c'est aussi de couvrir ces dépassements. Eh bien, ce qu'on constate partout, c'est que depuis des années, elles diminuent de plus en plus la prise en charge de ces compléments d'honoraires. Ça, c'est un premier problème. Ne parlons pas, depuis fin 2011, du véritable haro sur le secteur 2 que vous entendez partout, au niveau des politiques, au niveau des médias, au niveau de la totalité des gens. Tout le monde est contre ce secteur 2 de façon incroyable. On a bien sûr des propositions politiques de tous bords, c'est normal, on arrive dans une période préélectorale et maintenant on est en plein dedans, donc tout le monde y va de son petit discours pour essayer de s'attirer, je pense, les bonnes grâces des gens, mais voilà, ça n'avance pas beaucoup. En définitive, tout ça, ça reste un complément d'attaque contre les praticiens libéraux. Jean-François Rey vous a expliqué ce qui existe maintenant depuis un moment. Eh bien ça, c'est un des points les pires actuellement qui pèsent sur la médecine libérale et en particulier la médecine de spécialité. Et c'est vraiment le problème majeur. Alors on a créé, parce que tout de même le gouvernement s'étant engagé de manière assez forte dans cette idée du secteur optionnel, ayant eu l'herbe un peu coupée sous les pieds par la mutualité, a décidé d'essayer de passer outre en créant
d'autorité, un pseudo-secteur optionnel qui ne convainc personne. Et d'ailleurs, vous avez vu que la Caisse nationale refuse de le signer et de l'accepter. Donc on peut dire que là, la situation reste bloquée. Et puis, continuent bien sûr les campagnes de presse incessantes. Nous allons voir ça. Alors, quelques vérités chiffrées tout de même sur ce secteur 2 comme il existe. Eh bien, vous savez probablement, les chiffres datent, je crois que c'est 2010. Sur les pratiquement 109 000 médecins libéraux en France, 22% sont effectivement en secteur 2. Et bien sûr, la grande majorité, c'est surtout des spécialistes, puisque ça représente près de 38% des spécialistes, pas loin de 10% des généralistes. C'est souvent ceux qui ont un exercice particulier, d'ailleurs, dans le généralisme. Enfin bon, voilà. Alors, c'est vrai que dans certaines spécialités, il y a une plus grande importance de gens en secteur 2, et c'est logique du fait du décrochage considérable depuis 20, même 30 ans, de la revalorisation des actes de ces spécialités du bloc chirurgical. C'est très très simple, il suffit de voir, bien sûr. Donc 74% des chirurgiens sont en secteur 2, 57% des obstétriciens, 31% des anesthésistes. Et si on ne fait rien, la situation va s'aggraver. Comment voulez-vous qu'un jeune qui sorte ait envie de s'installer en secteur 1 avec des honoraires qui sont tout de même bloqués ? Je suis obstétricien, je peux dire que la dernière revalorisation de l'accouchement date d'il y a 8 ans. Et donc depuis 8 ans, il y a eu quand même beaucoup de choses qui ont évolué et on peut dire que là, il y a une anomalie. Les écarts des revenus entre secteur 1 et secteur 2, bon, ils sont réels, mais pas majeurs. Quand on compare, il y a presque 21% d'écart. Ce n'est pas considérable. Et encore une fois, c'est des écarts qui ne plombent pas la sécurité sociale, puisque ce n'est pas pris en charge par l'État et que les médecins du secteur 2, qui plus est, coûtent moins cher puisqu'on ne leur paye pas leur charge sociale. C'est eux-mêmes qui l'assument. Donc on peut là réellement se poser des questions. Et puis pourquoi il y a ces dépassements, ces compléments, comme on peut dire, ça me paraît beaucoup plus honnête ? Eh bien pour une simple raison initiale, c'est que les charges diverses des médecins ne cessent d'augmenter et on sait qu'en spécialité, ces charges dépassent très largement les 50% et quelquefois de façon considérable. C'est d'ailleurs très simple, depuis 2 ans, il y a une baisse des revenus des médecins libéraux, donc on ne peut pas dire que la situation soit en faveur de l'augmentation du nombre de praticiens qui vont s'installer en secteur 1, puisque ceux qui regardent les chiffres vont dire « j'ai aucune raison de m'installer en secteur 1 ». Oui ? Alors quel est l'impact réel de ces dépassements ? Eh bien, pour les spécialistes, l'augmentation des revenus qu'ils tirent de ces compléments d'honoraires n'est pas énorme. Bon, bien sûr, les chiffres paraissent quelquefois importants, mais quand on regarde toutes spécialités confondues, l'impact réel représenté pour eux 11% de revenus complémentaires, une fois toutes les charges déduites. Actuellement, c'est un peu plus de 16,5%. On ne peut pas dire que ce soit énorme, puisqu'il n'y a pas de revalorisation de la valeur des actes, malgré une élévation très conséquente du coût de la pratique et des charges. J'ai un seul exemple, bien sûr, il est en partie résolu maintenant, mais reprenons le problème de la responsabilité civile professionnelle des médecins. L'obstétricien que je suis peut vous dire que payer 23 000 € par an d'assurance en responsabilité civile professionnelle est une charge monstrueuse, même si nous sommes aidés par les caisses, bien sûr, mais c'est quand même une résolution qui n'est pas raisonnable. On ne peut pas dire que ce soit là une solution satisfaisante. Bien sûr, tout ceci est variable selon les spécialités, et il est clair que dans les 3 spécialités des plateaux techniques lourds que sont l'anesthésie, la chirurgie et l'obstétrique, cet impact représente entre 30 et 39% globalement, un peu plus en obstétrique. Bon, je pense que c'est anecdotique, mais encore une fois, l'impact de la RCP doit y être pour une large part, certainement. Et puis, bien sûr, tout ceci varie selon la localité d'exercice, et il est vrai que les gros des dépassements se font dans certaines localités. On a toujours cité Paris, Lyon, Marseille. Moi, je suis à Lille. C'est vrai qu'il y a également là, quelquefois, mais incontestablement, il coûte infiniment plus cher de s'installer à Paris, à Lyon, à Marseille ou même à Lille que de s'installer à Nevers, peut-être, je ne sais pas. Enfin bon, voilà, c'est sûr. En tout cas, il y a des charges qui doivent être infiniment plus importantes. Pour Paris, c'est incontestable, on ne peut pas le nier. Donc voilà. Et puis, quand même savoir, on accuse les médecins de tous les maux, et pourtant, les médecins reconnaissent le rôle social de leur profession, puisque dans une enquête qui a été faite dans Paris, Île-de-France, c'est quand même là où on accuse les gens d'avoir la main extrêmement lourde, eh bien 94% des praticiens disaient qu'ils tiennent toujours compte de la situation financière et sociale des patients qui leur sont confiés. Donc je pense qu'il faut moduler. Alors il y a une disparité, bien sûr, dans ces secteurs
entre le public et le privé, et tout le monde le sait, eh bien, les enquêtes déjà de 2008 montraient que les dépassements étaient plus lourds en secteur hospitalier qu'en secteur privé, puisqu'on était à près de 12%, mais surtout le matraquage dont vient faire l'objet l'enquête faite par 60 millions de consommateurs a là été encore plus importante sur ce qu'il est appelé des dépassements excessifs. Le excessif doit être modulé parce qu'il faut voir dans quelles conditions les gens exercent, dans quelle localité, dans quelle situation et quel est leur niveau de compétence et de spécialité par rapport à. Bon, et quand on voit que le blocage des honoraires est quand même constant maintenant depuis près de 30 ans, eh bien, excessif, oui, peut-être, mais si on avait été raisonnable au départ, on n'aurait pas ce recours probable. Le non-respect du tact et de la mesure. Oui, alors qu'est-ce que c'est que le tact et la mesure? Personne ne sait. C'est une notion extrêmement floue, extrêmement artistique. Même l'ordre des médecins ne sait pas. À un moment, on nous avait dit c'est 1,5%, 2,5%. Maintenant, on est jusqu'à 300 ou 400. Ça dépend de la qualité des gens, de leur formation, enfin pas de la qualité, c'est un mauvais terme, mais de leur spécialisation, de leur notoriété probablement, etc. Bon, tout ce qu'on peut dire, c'est que l'enquête nationale diligentée par la Caisse de sécurité sociale ne concerne pour l'instant que 248 libéraux et 28 hospitaliers. Donc on ne peut pas dire que ces gens-là perturbent considérablement le tableau. Et puis il faudra savoir comment est faite cette enquête. Et malheureusement, si elle est faite selon des disparités purement régionales, ça n'a qu'une valeur très relative, bien sûr. Les dépassements doivent être chiffrés et il faut en tenir compte, mais c'est très difficile de juger là-dessus. L'accès aux soins. Alors voilà, c'était en fait la question. Mais ce que je voulais présenter, il me semble essentiel pour montrer quel est l'impact et ce que ça représente. Eh bien, quand on fait l'interrogatoire des gens qui refusent l'accès aux soins en France, c'est 3,4 ou 3,5% de la population qui refuse de se soigner. Mais dans ces 3,4%, seulement 3,5% le disent pour des honoraires médicaux trop élevés. Clairement, qu'est-ce qui se passe dans l'accès aux soins? Depuis des années, vous assistez, comme moi, au déremboursement des médicaments jugés peu efficaces, à la limitation de l'accès dans des tas de domaines, à l'augmentation du forfait hospitalier, à la retenue de 1% chaque fois que vous allez chez le pharmacien faire une ordonnance, etc., etc., etc. Et tout ceci pèse. Alors, sans parler, bien sûr, de certaines branches de la médecine qui sont indispensables. J'ai, comme vous, pris quelques années. Voilà. Eh bien, ça, c'est très, très, très mal pris en charge. Et tout le monde le sait. Que dire des soins dentaires, etc. Donc, tout ceci est un vrai problème. Eh bien, quand on interroge les gens, les compléments d'honoraires ou dépassements d'honoraires ne représentent que 3,5% de ce refus d'accès. Ce qui les préoccupe le plus, les gens, c'est pas ça. C'est les délais des rendez-vous et éventuellement l'éloignement. Eh bien, je reprends ce que vous ont dit mes confrères. Il est tout à fait évident que dans certaines villes, il n'y a aucun problème. Vous avez des rendez-vous très rapides et ça va très très bien. Mais dans d'autres endroits, c'est très compliqué. Et effectivement, je conçois, et moi je le dis tout à fait, c'est vrai, quand on donne une dame âgée, qu'on doit envoyer un spécialiste pour un problème de prolapsus, pour un problème de sein ou je ne sais pas quoi, dans certains endroits, c'est la galère et c'est très compliqué. Eh bien ça, c'est un réel problème dont il faut se préoccuper et je pense que c'est capital. Le reste à charge, accru par les baisses des remboursements, eh bien voilà ce que je vous ai mis, et la diminution des spécialistes. Eh bien c'est un vrai problème dans certaines spécialités. Et malheureusement, dans certaines spécialités très techniques et très à risque, entre guillemets, et l'obstétricien que je parle peut confirmer ça, il y a une réelle diminution, une désaffection considérable des installations au secteur libéral. Eh bien, d'abord, nous avons tous pris quelques années, et donc ma génération part à la retraite dans les 5 ans qui viennent, et ça va être un réel problème. J'adore les femmes, puisque c'est mon métier, c'est le journée de la femme. Mais il est vrai de dire que la féminisation accrue, et en spécialité comme l'obstétrique, il faut savoir que dans des villes comme Lille, pratiquement 90% des jeunes internes sont des femmes. Eh bien, là-dedans, très très peu, en fait, vont s'installer en secteur libéral. De moins en moins. Et puis, le choix des jeunes médecins. Et c'est vrai que les jeunes médecins sont plus frileux que nous. Leur recours au remplacement pendant les études est devenu une véritable difficulté, alors que nous pouvions nous former, parce que je prétends que nous pouvions nous former également en activité libérale de remplacement. Nous y avons accès, et puis nous apprenions et nous trouvions le goût de le faire. Eh bien, les jeunes ne le font pas, ou ils le font tout à fait en fin de carrière. Et comme je le dis souvent en forme de boutade, la seule
connaissance du secteur libéral qu'ont les jeunes médecins en formation, c'est celle de l'activité libérale des praticiens hospitaliers. Alors au total, que faut-il faire pour compenser cela? Eh bien, je pense qu'il faut d'abord redonner l'espoir aux spécialistes libéraux. Et la première chose à faire, c'est de donner du grain à moudre, comme dit M. Bergeron, et bien sûr d'encourager les jeunes à s'installer, et on ne les encouragera pas avec des demi-mesures, c'est tout à fait clair. Il faut actualiser d'urgence ou créer d'urgence une CCAM clinique, et on est tous d'accord, parce que dans nos spécialités, même techniques, nous avons des actes cliniques qui sont sous-valorisés, et nous en sommes convaincus. Il n'y a pas que l'accouchement. Quand je reçois un jeune couple pour un problème d'infertilité, je passe 3/4 d'heure, 1 heure quelquefois avec eux, pour 28 €. Est-ce que c'est raisonnable? Non, je ne pense pas. Enfin, on peut en parler. Bien sûr, la CCAM technique, elle est revalorisée par petits morceaux, 1%, 2%, pas grand-chose. C'est ridicule compte tenu des charges actuelles. Donc, il faut rattraper tout certains. Il est impératif de garder un secteur 2. C'est le secteur 1 qui vous parle, qui le dit. Pourquoi? Parce que c'est la seule soupape de sécurité actuelle qui reste. Et parce que de toute façon, les jeunes qui sortent, on ne peut pas leur donner un espoir avec ce qui existe en secteur 1. Ou alors il faut revaloriser considérablement le secteur 1. Eh bien alors ce qui peut être fait, c'est de créer enfin un véritable secteur optionnel. C'est pourquoi nous nous battons depuis des années. Et je pense que je devrais convaincre. Merci Yves. Avant de vous repasser la parole, je voulais juste dire un mot sur la féminisation, parce que c'est le jour. Puis c'est aussi parce que tu m'as lancé une perche. Moi, j'ai l'impression, et je crois être dans le vrai, pour dire que l'avenir de la médecine repose sur les femmes. C'est une affirmation, et je crois que ça va être très concret dans les 10 ans qui viennent. Tout ça pour dire également que je crois que les femmes ne sont pas lisibles dès l'instant où elles ne posent pas de plaque en libéral. Mais tu sais qu'elles remplacent beaucoup plus tôt, beaucoup plus vite que les hommes. Et elles s'inscrivent, vous verrez, page 13 dans le dossier que vous avez, que nous nous inscrivons plus tôt et nous cotisons plus tôt que les hommes à la caisse de retraite obligatoire. C'est-à-dire que nous commençons à travailler plus tôt. Et bien plus tôt que vous, parce que vous finalement, vous optez pour l'installation plus tard et au-delà de 40 ans. C'est-à-dire qu'après, vous allez être obligé de cotiser bien plus longtemps que nous, peut-être. Mais nous, on cotise déjà pour vous plus jeunes. C'est une petite remarque. Oui.